Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h, c'est l'heure du journal. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Stop aux fake news. Le procureur général du roi, président du ministère public, annonce avoir donné des instructions fermes au parquet près les tribunaux du royaume pour engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui véhiculent des fake news. Un virus de nature à semer la panique entre les citoyens et porter atteinte à l'ordre public. Les écoles fermées, les enfants restent chez eux, les cours se font à distance depuis hier. Comment les parents vivent-ils cette situation et comment s'organisent-ils pour gérer le quotidien de la famille? Nous verrons tout ça dans notre reportage tourné à Rabat. Alors que le coronavirus menace, comment se protéger efficacement contre la pandémie? Une série de mesures barrières peuvent limiter sa propagation. Parmi celles-ci, les mesures de distanciation, mais également de limiter au maximum les déplacements, sauf en cas de nécessité. Le coronavirus fait une deuxième victime au Maroc, annonce le ministère de la Santé. Il s'agit d'un citoyen marocain originaire de Salé, âgé de 75 ans. Son état est stable, il est pris en charge dans un hôpital de Casablanca, précise le ministère. Le bilan des cas d'infection confirmés de coronavirus passe donc à 38 au Maroc. À noter ce démenti du ministère de l'Intérieur. Dans une mise au point, le ministère dément les allégations et les mensonges véhiculés dans un document relayé sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée concernant la fermeture des entrées et sorties de certaines villes et le gel des activités de la Sûreté nationale et de la protection civile, ainsi que la tenue d'une réunion urgente au siège du ministère de l'Intérieur pour décréter l'état d'urgence au Royaume. Le ministère indique à cet égard que les informations contenues dans ce document sont des données infondées et dénuées de toute véracité. La même source réitère que les auteurs de la fabrication et de la publication de fake news de nature à porter atteinte à la sûreté et à la sécurité des citoyens sont passibles de sanctions prévues par la loi. Toutes les mesures et les procédures proactives et préventives prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus Covid-19 sont annoncées via les canaux officiels, souligne le ministère de l'Intérieur. Et puis, poursuite judiciaire à l'encontre de tous ceux qui véhiculent des fake news sur le coronavirus de nature à semer, nous le disions, la panique entre les citoyens et porter atteinte à l'ordre public. Des instructions fermes au parquet près les tribunaux du Royaume ont été données en ce sens par le procureur général du roi, président du ministère public. Reportage Hasna Ben Gabi et Zakaria Mokinbillah. Tous les jours, ces jeunes consultent leur smartphone pour s'informer sur les nouveautés du coronavirus au niveau national. Depuis l'apparition de cas de contamination, un flot de fake news est relayé par les réseaux sociaux. En cause, des allégations mensongères attribuées à des institutions officielles dans le cadre des actions de prévention. Dans ce contexte, distinguer le vrai du faux devient un vrai casse-tête pour les utilisateurs. On croit facilement ce qui nous parvient via les réseaux sociaux, mais on n'est pas sûr de la véracité de ces informations. Il y a beaucoup de fake news, de fausses informations diffusées par les réseaux sociaux. Ces informations ne sont pas véridiques. Les fake news causent plus de peur et de panique chez les citoyens qui ne sont pas bien informés sur le coronavirus. Cela pousse des gens à adopter de mauvais comportements. Face à cette situation, les autorités réagissent. Les auteurs de la fabrication et de la publication de fake news sur le coronavirus sont passibles de sanctions prévues par la loi, annonce le procureur général du roi, président du ministère public. Des instructions fermes sont données au parquet près les tribunaux du royaume pour engager des poursuites judiciaires à l'encontre de tous ceux qui véhiculent des fake news de nature à semer la panique entre les citoyens et porter atteinte à l'ordre public. Les fausses allégations diffusées sur les réseaux sociaux peuvent porter atteinte à l'ordre public et perturber les efforts de prévention des autorités. Le communiqué du président du ministère public vient pour lutter contre ce phénomène. Une mesure à ajouter au communiqué adressé au procureur du roi pour ouvrir des enquêtes judiciaires à l'encontre des personnes suspectées de diffuser ces informations.
La multiplication des informations diffusées sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée pose le problème de la crédibilité des sources d'information. Les professionnels de la presse appellent à la vigilance. Les sources d'information qui doivent être prises en considération sont les experts, les communicants officiels ou les organes de presse. Les informations diffusées par la presse sont vérifiées et recoupées par des professionnels de l'information rompus aux normes du métier. Dans un autre communiqué, le ministère de l'Intérieur annonce que toutes les mesures et les procédures proactives et préventives prises pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus sont annoncées via les canaux officiels et que les auteurs de la fabrication et de la publication de fake news de nature à porter atteinte à la sûreté et à la sécurité des citoyens sont passibles de sanctions prévues par la loi. À présent, ce communiqué de la DGSN, la Brigade nationale de la police judiciaire a ouvert aujourd'hui une enquête sous la supervision du parquet près la cour d'appel de Rabat chargée des affaires de terrorisme et d'extrémisme pour déterminer les actes criminels attribués à une personne soupçonnée d'incitation à la haine et d'avoir menacé les citoyens de commettre des actes susceptibles d'atteindre gravement à l'ordre public. Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale indique que le dénommé Abou Naïm est apparu sur une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie instantanée dans laquelle il tient des propos comportant une incitation à la haine et à la violence ainsi que des éléments fondateurs à des actes criminels menaçant gravement l'ordre public tout en dénigrant et ridiculisant les efforts des autorités publiques pour faire face à l'épidémie du nouveau coronavirus. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête judiciaire menée par le Bureau national de lutte contre le terrorisme et le crime organisé relevant de la Brigade nationale de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour dévoiler les motivations derrière la publication de cette vidéo provocatrice, laquelle comprend des éléments excommuniant l'État et ses institutions et déterminer tous les actes criminels imputés à l'intéressé, conclut le communiqué. L'Institut d'hygiène de Rabat, l'Institut Pasteur du Maroc à Casablanca et le laboratoire de l'hôpital d'instruction militaire Mohamed V de Rabat sont les seuls organismes habilités et autorisés à pratiquer les examens biologiques pour la confirmation et le suivi du virus SARS-CoV-2. Dans un communiqué, le ministère de la Santé indique que cette mesure de protection de santé publique restera appliquée jusqu'à nouvel ordre. Tout non-respect de cette mesure expose aux poursuites administratives et légales prévues par la réglementation en vigueur, conclut le communiqué. Et d'ailleurs, notre invité ce soir, c'est le docteur Mohamed Rajaoui. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de l'Institut national d'hygiène qui est autorisé à pratiquer les examens biologiques pour la confirmation et le suivi du virus. Vous êtes également agréé par les instances internationales. Alors, quelles sont les normes en la matière pour pratiquer des examens biologiques? Ça sera ma première question. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Il est très important de préciser que effectivement que 3 laboratoires qui ont l'autorisation donc d'intervenir pour confirmer donc les cas suspects de Covid-19, c'est celui de l'Institut Pasteur et celui de l'hôpital d'instruction militaire et puis celui de l'Institut national d'hygiène. Alors, en ce qui concerne l'Institut national d'hygiène, donc nous abritons le Centre national de référence de la grippe et des virus respiratoires, qui est un centre agréé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire qu'il fait partie des 22 centres de la grippe dans la région MENA et en plus il est certifié ISO 9001. Tout ça donc témoigne que effectivement les résultats qui sortent de ces résultats sont des résultats qui sont valables et fiables. Donc, pour ce qui est des missions de l'Institut d'hygiène, pour la confirmation et le suivi donc du Covid-19. Donc, que ce soit l'Institut national d'hygiène ou un autre laboratoire, le laboratoire, il intervient donc au début et à la fin. Au début pour
confirmer qu'il s'agit effectivement de personnes infectées de Covid-19 et à la fin pour prouver que les personnes sont guéries et ils n'ont plus de virus, ils ne portent plus de virus. Docteur, vous restez avec nous, bien sûr, pour parler encore du Covid-19. La communication et l'information sur le coronavirus se renforcent par le lancement d'un numéro dédié à l'aide médicale urgente, Allo SAMU 141, un outil qui vient s'ajouter au service Allo Yaqada 080 147 47 déjà opérationnel. Allo SAMU 141 est dédié exclusivement aux personnes présentant des symptômes respiratoires, de la fièvre et de la toux pour leur fournir conseils et recommandations. Le service Allo Yaqada fournit des informations et recommandations sur le Covid-19, des conseils pour les voyageurs et des informations publiques sur la maladie et sur les procédures à suivre pour signaler un cas suspect pour les professionnels de la santé selon le communiqué. Et puis des équipes sanitaires veillent à répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux demandes de renseignement des citoyens et à orienter des cas d'éventuels vers les centres spécialisés selon les régions. Le service Allo SAMU 141 couvre actuellement 8 régions, tandis que les citoyens des autres régions, à savoir Dar'at Filelt, Bni Mellal Khnifra, Gelmim Ouednoun et Dakhla Oued Dahab, peuvent contacter le service Allo Yaqada au 080 147 47. Alors, docteur, pour revenir et bien sûr pour reparler du Covid-19, comment se présente la situation au Maroc aujourd'hui ? Donc, je crois que le monde fait face à une pandémie, c'est-à-dire une épidémie internationale d'un virus qui est nouveau, un virus qui, en plus, c'est-à-dire au fur et à mesure, il ne témoigne de ces certaines caractéristiques. Alors, le Maroc fait malheureusement partie de ces pays qui sont touchés par ce virus, mais comme il est stipulé et il est tracé dans notre stratégie de lutte contre le Covid, il y a 3 phases. Le Maroc, il est toujours dans la première phase et jusqu'à aujourd'hui, nous avons uniquement 38 cas qui ont été donc confirmés par le laboratoire, dont 2 morts et 1 guéri, et les autres, c'est toujours des cas confirmés. Donc les mesures prises actuellement par le gouvernement concernant cette première phase, donc ce sont des mesures qui viennent tout au début de la pandémie. Bien sûr, la stratégie comporte 3 phases, et pour chaque phase, il y a des mesures et il y a des moyens. Donc, pour la première phase, nous déployons donc les mesures, nous mettons en place les mesures qui ont été prises. Les mesures donc adéquates pour la première phase, et nous déployons donc les moyens pour la première phase. Que sait-on du Covid-19 et que veut dire Covid-19 exactement ? Alors, ce virus, il apparaît pour la première fois en Chine. Et donc, quand il apparaît, donc on l'a appelé le nouveau COV. Pourquoi ? Parce qu'il fait partie de la grande famille des coronavirus. Par la suite, l'OMS lui a donné donc le nom de Covid. Covid qui veut dire Coronavirus Disease. 19 parce que c'est la première fois, c'est en année 2019 qu'on l'a détecté. Ouais. Mais il y a quand même l'international comité de taxonomie de virologie qui lui a donné un autre nom, c'est le SARS-CoV-2. CoV-2, ouais. Alors docteur, vous restez avec nous, on reparlera de tout cela dans quelques instants. Les écoles fermées, de nombreux enfants restent chez eux, les cours se font à distance depuis hier. Alors comment les parents vivent-ils cette situation et comment s'organisent-ils pour gérer le quotidien de la famille? Un reportage tourné à Rabat, Nissel El-Hamdaoui. Ça t'aide pas pour l'histoire? Bien. Allez, nous la télé. Personne ne dit l'école. D'accord. Allez. Chaque matin, cette mère de famille fixe pour son fils Abdou les règles à suivre. Tout un programme lui est tracé pour optimiser sa journée loin des bancs de l'école en cette période de crise sanitaire. Le matin, je lis pendant 2 heures. Qu'est-ce que tu lis? Je lis des histoires où je fais un peu d'exercice. Puis je regarde la télé. Mais tu sais très bien que tu n'es pas en vacances. Je sais. Donc Il faut encore faire les devoirs et les exercices. 27.
Quand l'école investit l'espace familial, mieux vaut commencer les révisions par les maths. 684. La matière préférée de Abdou. Une astuce parmi d'autres utilisée par la famille pour aider son enfant à intégrer de nouvelles habitudes. شفت انت soustraction. Nous sommes en train d'essayer de nous habituer à ce changement. Nous œuvrons à adapter notre fils à ce nouveau rythme. Nous lui expliquons que nous ne sommes pas en vacances. On ne le prive pas de jeu. On essaie de commencer par l'aider à réviser ses leçons. Expire. Abdou est atteint de mucoviscidose, une maladie rare qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Tout un rituel médical lui est prescrit par son médecin. Abdou fait partie des personnes vulnérables au Covid-19. Pour lui faire barrière, la famille renforce ses mesures d'hygiène. Il est beaucoup plus vulnérable du fait qu'il a sa maladie. C'est une maladie qui atteint le système respiratoire et le système digestif. Donc les bactéries ne doivent surtout pas rentrer dans ses poumons. Maintenant, on va doubler notre vigilance. Même vis-à-vis des gens qu'on va rencontrer, on essaye bien évidemment de réduire au minimum nos sorties. Donc les enfants ne sortent plus. Mon mari, il ne sort que pour le strict minimum, soit pour travailler, soit pour faire les courses. Et les règles d'hygiène, elles sont pour nous toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on doit toujours se désinfecter les mains, les chaussures restent à l'extérieur de la maison, dès qu'on rentre on va se laver les mains, soit on désinfecte avec l'alcool-gel, soit on se lave de préférence, on se lave avec de l'eau et du savon, on change les vêtements parce qu'avec le coronavirus, comme il reste sur les vêtements, donc on change systématiquement quand on rentre à la maison, les vêtements on les laisse s'aérer pendant 12 heures, on les touche plus. Autre mesure de prévention efficace, le télétravail. Yeah, hi Mathéus, how are you? La maman de Abdou est ingénieure en télécommunication. Travailler à distance en cette période de crise sanitaire est une chance pour elle. On se met en place comme si on était au bureau. Donc on fait nos réunions. Comme vous voyez, j'ai mon casque, j'ai ma connexion. Je fais mes réunions, on discute, on peut faire même des conf calls avec vidéo et tout. C'est comme si on était au bureau. Donc ça, c'est une facilité. Et d'autant plus que dans le cadre de mon métier, je ne suis pas au contact direct. Je ne suis pas obligée d'être sur place. Je n'ai pas un métier qui m'oblige à être sur place en contact direct avec les gens. Maintenant, avec le coronavirus, bien sûr, les mesures de précaution ont été dictées par notre patron. Ainsi va la journée chez les Oriachi. Rester à la maison, c'est être au complet, mais pas en vacances. Alors docteur, vous venez de suivre notre reportage. Quels conseils donneriez-vous aux individus, aux enfants, à la famille en général? Vous savez, en suivant donc l'histoire de ce Covid-19, il y a une notion particulière qui sort chaque fois, c'est la notion de la distanciation sociale. C'est quoi? C'est vraiment mettre en place et appliquer des mesures barrières à éviter la contamination d'autres personnes. Ceci, pourquoi il est important? Parce que actuellement, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de vaccin. Et on sait très bien que l'air ne véhicule pas le virus. Ceux qui peuvent véhiculer le virus, ce sont les personnes. Donc, nous recommandons vivement qu'en dehors des heures de travail, que les gens restent chez eux et qu'ils évitent de se regrouper. C'est important pour qu'ils évitent de disséminer le virus. Justement, on va parler de cela tout à l'heure. En quoi sont-elles importantes les mesures préventives telles la fermeture des cafés, des restaurants et même des mosquées? Vous savez, en absence de traitement et de vaccination, ce qu'il faut faire, c'est de stopper la chaîne de transmission de ce virus. Et comme il est déterminé, il est clair, il est évident que la transmission il est interhumaine, il faut effectivement mettre des barrières entre les hommes. L'une des barrières qui a été donc testée, qui était efficace en Chine et même maintenant dans des autres pays, c'est de garder, comme le recommande l'OMS, au moins 1 mètre de distance entre les personnes. Et moi, je le recommande encore une autre fois, en dehors des heures de travail, mieux rester à la maison que de sortir et de se regrouper.
Docteur Mohamed Berjaoui, ou plutôt Rajaoui, pardon, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité ce soir. Oui, très rapidement. Rapidement, je voudrais dire qu'en plus des mesures de distanciation sociale, il faut qu'on assiste sur les mesures d'hygiène individuelle. Ce sont très 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 importants, qui sont les lavages des mains, l'utilisation de mouchoirs pour éternuer. Pour éviter le maximum. Et ne pas se toucher les mains, se toucher les yeux, le nez et la bouche. Merci, docteur Mohamed Rajaoui. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut national d'hygiène. Merci. Merci beaucoup. Alors, on parlait il y a de cela quelques instants de sortir le moins possible de chez soi. Eh bien, on va essayer de voir quelle est l'ambiance dans les rues de la capitale. C'est dans un des boulevards de Rabat. Nous retrouvons en duplex Oumaima Ramli. Oumaima, bonsoir. Bonsoir, Boubker. Je me trouve actuellement dans le quartier Bourgreg, un quartier animé de la ville de Rabat. Il est un peu plus de 19h et comme vous pouvez le voir tout autour de moi, les cafés sont fermés conformément aux directives du ministère de l'Intérieur et les rues sont peu fréquentées. C'est d'ailleurs tant mieux car chacun des citoyens se doit de respecter la batterie de mesures entreprises par le gouvernement et on doit tous d'ailleurs contribuer à cet élan de mobilisation générale en s'abstenant de sortir de chez soi le plus possible car le danger du virus corona, et ça il faut le savoir, c'est pas seulement la virulence du virus mais c'est plutôt la rapidité de propagation du virus qui pose problème. Donc moins il y a de personnes dans les rues et dans les espaces publics, plus notre pays sera en capacité de contenir cette maladie virale. Boker. Merci Oumaima Ramli de nous avoir un petit peu décrit l'ambiance dans les rues de la capitale ce soir. Alors que le coronavirus menace, comment se protéger efficacement contre la pandémie? On en parlait il y a de cela quelques instants. Une série de mesures barrières peuvent limiter sa propagation et parmi celles-ci, les mesures de distanciation, on en parlait, mais également de limiter au maximum les déplacements, sauf en cas de nécessité. Reportage à Rabat, Mounia Marouche et Fouad Laharch. Il est 14h30 cet après-midi. Rabat s'est enveloppé dans un calme inhabituel. Ses artères principales qui fourmillaient de passants et voitures sont quasi vides. Après l'annonce du gouvernement de fermer les établissements scolaires, les cafés, les restaurants et autres, les riverains semblent limiter leurs sorties, à l'exception de quelques habitants et visiteurs, dont certains sont venus de loin. Depuis vendredi soir, ils sont sortis de l'école. On n'est plus sortis jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je suis juste allée à la préfecture pour prendre les passeports français, parce qu'on peut faire le retour. Mais il faut faire vraiment, vraiment attention. Nous sommes de Oujda. Si je suis là, c'est pour accompagner ma sœur qui va passer un concours ici, si elle est maintenue. Sinon, je serai restée chez moi. Limiter ces interactions sociales est l'un des moyens efficaces pour endiguer la propagation du coronavirus. Les citoyens en sont conscients. Je passe la plupart du temps à la maison et j'ai arrêté de travailler. Parfois, je sors uniquement pour prendre un peu d'air et rentrer sur le champ. Je suis sortie ce matin pour me rendre chez le médecin et là, je me repose un peu dans ce jardin aéré. Je prends mes précautions quand je mets le nez dehors et nous devons tous nous mobiliser contre la propagation du virus. Limiter ses déplacements au strict nécessaire, se mettre en retrait et prendre ses précautions, ce sont là de nouveaux comportements à adopter pour se protéger et endiguer la propagation du virus. Et si vous êtes amené à sortir pour une quelconque raison, une certaine distance de sécurité entre chaque individu doit être respectée. Le ravitaillement des marchés est assuré de manière régulière en produits agricoles et de la pêche. C'est ce qu'assure le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts après le mouvement inhabituel d'écoulement qu'ont subi certains produits alimentaires agricoles ces derniers jours. Le marché marocain ne souffrira d'aucune discontinuité dans son approvisionnement. Le ravitaillement des marchés sera assuré de manière régulière.
Pour préserver la santé et la sûreté des citoyennes et citoyens au Maroc, une série de mesures organisationnelles relatives à la gestion du transport public, toutes catégories confondues, ont été appliquées ce matin. Il s'agit notamment de limiter à 3 les places dans les grands taxis au lieu de 6 en vigueur. Reportage à Rabat de Hassan Silla et Oumaïma Rabli. Il est 9h du matin. Nous sommes dans l'une des stations de grands taxis les plus fréquentées de Rabat. Les gens réduisent de plus en plus leurs sorties. Ce matin, il n'y a presque pas de queue. Une scène inhabituelle. Alignés, les taxis attendent que des groupes de 3 se forment avant de prendre la route. Ce matin, avant de venir à la station, je suis parti désinfecter le véhicule pour que les 3 personnes qui montent soient préservées. Je leur demanderai d'ailleurs de bien respecter les normes d'hygiène. Une mesure préventive. Face au danger de propagation du nouveau coronavirus, le Maroc a décidé une série de mesures drastiques. À partir d'aujourd'hui, la nouvelle directive du ministère entre en vigueur et tous les grands taxis de Rabat se plient aux ordres du ministère, nous prenant uniquement 3 personnes à bord. Cela sera certainement un peu dur pour nous, mais nous faisons tout notre possible pour préserver la santé des citoyens. Dans les artères de Rabat et ses régions, ils sont plus de 1000 taxis en circulation. Tous se doivent de respecter cette nouvelle mesure. En cette période critique, les citoyens sont invités à ne recourir à l'utilisation des moyens de transport commun qu'en cas de grande nécessité et d'éviter les lieux d'encombrement. Et puis l'opération de l'enseignement à distance est en marche, lancée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les plateformes officielles, à savoir le portail électronique Telmétis ou via la chaîne de télévision culturelle Rabia, veillent à diffuser quotidiennement des contenus numériques et des cours en vidéo destinés à tous les cycles. Un enseignement à distance appliqué également pour les étudiants universitaires. Exemple à Casablanca, Sarah Katia. Des amphithéâtres vides à l'université Hassan II à Casablanca ne veulent pas dire que les étudiants se tournent les pouces, au contraire. Ils continuent à recevoir leurs cours grâce au dispositif d'enseignement à distance mis en place afin d'assurer la continuité de l'enseignement en cette période de fermeture des écoles et universités pour lutter contre le coronavirus. Donc aujourd'hui, on a commencé effectivement à assurer des cours à distance selon différents formats qui conviennent à la prédisposition des enseignants. Et en fait, il y a 2 catégories d'enseignants. Les enseignants qui sont déjà formés à ces plateformes, ils ont déjà commencé à assurer leurs cours. Et puis les autres, on est en train de les accompagner de manière à ce qu'ils puissent être opérationnels dans les 24 heures, de manière à toucher pratiquement tous les étudiants et que les cours puissent continuer normalement. Et parmi les applications que l'université Hassan II a mises en place, l'application Open Source Model, à propos de laquelle l'université assure des formations continues pour les professeurs. Le modèle, si vous voulez, c'est une application open source, c'est une application qui peut être téléchargée par tous les collègues. C'est une application qui est aujourd'hui utilisée par les plus grandes universités. Et l'avantage, c'est qu'au sein de notre université, au sein de notre présidence, nous avons, depuis une quinzaine d'années, mis en place cette application. Elle est utilisée par beaucoup de collègues. J'ai eu la chance, l'opportunité d'être parmi ceux qui ont travaillé dans la cellule d'innovation de notre présidence. Et aujourd'hui, au sein de notre faculté, nous avons près d'une trentaine de collègues qui la maîtrisent. Le dispositif de l'enseignement à distance se sépare en 2 volets, des classes virtuelles permettant à un professeur d'être en visioconférence avec l'ensemble de sa classe à distance et des ressources pédagogiques représentant 3 à 4 heures d'activité par jour dans des matières différentes. Et toujours à propos de coronavirus dans le monde, le bilan de 7000 morts a été dépassé. Plus de 175 000 cas d'infection sont dénombrés dans 145 pays depuis le début de l'épidémie. Les pays les plus touchés, l'Italie avec 2158 morts, dont 1420
dans la seule région de Milan, la Lombardie. L'Iran, 988 morts et 16 169 cas. L'Espagne enregistre 491 morts et 11 178 cas d'infection au coronavirus. Et la France qui atteint les 148 morts et 6 633 cas. Au Moyen-Orient, on enregistre 869 décès et plus de 16 000 cas d'infection. Les États-Unis et le Canada, 70 décès et 4 126 cas d'infection. L'Afrique, 8 décès et 374 cas. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur le coronavirus ce soir. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Une excellente soirée avec la suite de nos programmes.